Dimanche 13 janvier 2019, bienvenue à tous. Avec nous, Abdoulaye Ndiaye, journaliste et formateur au CESTI, et Amidou Anne, politologue et écrivain. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, depuis quelques jours, on assiste à des invectives, insultes, débats au-dessous de la ceinture. La classe politique sénégalaise ne se concentre pas, la plupart du temps, sur le débat essentiel. La dernière en date est les affaires ou l'affaire Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle, après sa plainte déposée auprès du procureur dans l'affaire Mamour Diallo, l'affaire Taylor Oil, où des informations contradictoires sont sorties, l'appel au boycott à la présidentielle. Toutes ces affaires sont agitées dans la classe politique et la presse sénégalaise s'en est saisie pour en parler. Il y a des affirmations et des démentis. Alors, Abdoulaye Ndiaye, vous êtes journaliste, formateur, politologue. Quelle lecture faites-vous de toutes ces affaires-là? Je pense que ce qu'il faut déjà considérer dans un premier temps, c'est qu'on est en train d'assister à une sorte d'envenimement de l'espace politique, alors que ce n'est pas encore nécessaire. Et que normalement, à cette période-ci, nous devions être confrontés à des jeux de propositions sur des choix de société, sur des projets, ou même sur des bilans pour un candidat sortant, et que les Sénégalais retrouvent un peu une certaine sérénité avant d'entamer les dernières phases que sont la phase préélectorale à la phase électorale en termes de campagne. Mais déjà, on envenime, on a comme le sentiment que dans ce pays, l'espace politique devient comme à chaque fois un espace de pollution où les Sénégalais, dans leur grande majorité, se sentent otages de personnes qui ne sont là que pour régler des problèmes, pour mener des adversités, à la limite créer des haines qui n'ont rien à voir avec ce que les Sénégalais sont en droit d'attendre d'eux. On est passé par des phases importantes. Les candidatures, le principe des parrainages, on en est actuellement à ce processus qui n'est pas encore terminé. Alors, on aurait bien aimé les entendre, se concentrer sur ce qui devra être l'originalité des uns et des autres dans les propositions qu'ils nous feront. Mais si on entame déjà cette période avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Alsan, de l'invective, des insultes, une situation de guerre civile que l'on crée alors qu'on n'est pas encore entré dans l'élection, cela voudra dire qu'on ne mettra pas de la sérénité dans l'esprit des Sénégalais qui vont voter. Mais heureusement, nous autres Sénégalais, lambda, savons faire des choix. Il est évident que les politiques ont beau être dans des rapports de confrontation permanente, mais nous ferons le choix et la décision qui sied. Et tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est une sorte de répétition un peu de l'histoire. Comme quoi, on a beau croire que nous évoluons au plan politique, mais que nos acteurs politiques restent très en deçà par rapport à l'évolution que les populations sentent en elles et ce qui caractérise les choix qu'ils devront faire ultérieurement. Amidouane, est-ce qu'on est dans une sorte de démocratie électorale au Sénégal où on ne propose pas, il n'y a pas d'originalité dans les débats, dans les façons de faire, mais surtout des querelles personnalisées? Absolument, on est dans une démocratie de très très basse intensité en fait. Parce qu'une élection, c'est quoi? C'est la compétition des réponses aux questions que les citoyens se posent. Mais moi, il y a deux choses qui me frappent. C'est-à-dire qu'on est à moins de 2 mois d'élection présidentielle et j'ai pas entendu de propositions fortes. C'est-à-dire la politique, c'est une question de confrontation d'idées. La politique, c'est des visions du monde qui divergent. Et la politique, c'est aussi, quelque part, en fait, c'est une forme de concurrence en fait idéale. Mais pour l'instant, on n'entend rien. On ne sait pas ce que les gens veulent faire sur l'agriculture, sur l'énergie, sur la pêche, sur l'éducation nationale qui est dans une situation absolument catastrophique, sur la réforme des institutions, sur la politique étrangère. Moi, j'entends, par exemple, la politique étrangère, c'est un peu la chambre un peu sombre de la démocratie sénégalaise. On n'en parle jamais. Et là, c'est la première chose qui me frappe. Et la deuxième, c'est qu'on est vraiment dans de l'invective primaire. Et je n'ai, moi, en tout cas de mémoire, et j'ai la trentaine, je n'ai jamais vu un débat électoral et politique aussi médiocre dans l'histoire du Sénégal que le débat de 2019. Moi, je ne l'ai jamais vu. Et on a eu une phase préélectorale longue, parce qu'il y a eu l'introduction du parrainage, donc du coup, au lieu d'avoir 3 mois ou 4, on a plus 5-6 mois de plus. Donc en fait, l'électeur, au-delà même de l'électeur, le citoyen, est pollué au quotidien. Parce qu'il y a une prolifération des médias, il y a aujourd'hui la présence des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc., etc. Et le fait que les citoyens est pollué par de l'invective, par de l'insulte. Moi, par exemple, vous donniez l'exemple d'Ousmane Sonko, notamment sur l'affaire Tullow Oil. Il n'y a même pas besoin d'avoir fait une grande école ou d'avoir fait de longues études. Vous voyez ça, vous savez que ça c'est bidouillé, en fait. Et une campagne électorale,
Il y a des boules puantes. On n'est pas non plus dans de l'angélisme. La politique, c'est violent et c'est assez dur. Donc, il y a des boules puantes. Mais souvent, dans les démocraties de haute intensité, ce qu'on voit, il y a des boules puantes, mais qui sont à côté de propositions et d'échanges d'idées. Et derrière, il y a aussi tout ce côté un peu loufoque de la politique où on essaye de faire tomber son adversaire. Mais on ne voit que ça au Sénégal. Et c'est assez choquant et c'est assez décevant vis-à-vis de la classe politique. À quoi est due cette médiocrité du débat politique au Sénégal? Je pense que nous avons des acteurs qui sont pas là. Il y a à la fois des acteurs, mais il y a que nous n'avons pas modernisé notre façon de faire la politique. Nous sommes aujourd'hui dans un environnement où l'histoire se répète. Au fond, il y a à la fois l'impossibilité que les populations ont de pouvoir juger de la qualité des hommes qui les gouvernent. Il y a également que ces mêmes hommes qui, au prix individuellement, peuvent être des gens de qualité dans ce qui définissent leur profil. Parce qu'après tout, on doit saluer ce que peut être le profil individuel de chaque acteur politique, qui peuvent être des hommes de qualité dans leur intrinsèque. Mais ce qui constitue l'élément, malheureusement, qui ne joue pas en faveur d'une bonne compréhension de ce qu'ils proposent, c'est qu'une fois qu'ils sont au niveau de l'arène politique, ils deviennent des personnages qui sont les monsieur tout le monde, comme dirait l'autre. Et à partir de ce moment-là, la fonction qui est dévolue aux politiques, qui est d'avoir une vision, un cap, d'agir sur le comportement des Sénégalais, de les appeler à comprendre les évolutions et à leur faire des propositions, donc créer une adhésion sur leur discours et sur le projet, ça devient quelque chose qui n'est plus essentiel et qu'on ne sente pas. Résultat des courses, ils deviennent comme tous les Sénégalais, ils alimentent un débat qui est très primaire, comme l'a dit notre ami tout à l'heure, et ensuite ils n'apportent pas de réponse aux vrais problèmes, et ensuite tout se joue sur des rapports de confrontation. Ensuite, ils mettent en place des réseaux qui sont des réseaux qui les relaient sur l'invective, l'insulte. À partir de ce moment-là, il y a problème. Et je pense qu'il nous faut revenir aux valeurs qui doivent fonder la pratique politique. Et ceux-là qui sont dans l'arène politique, il faut qu'ils comprennent qu'il y a des Sénégalais qui sont suffisamment avertis pour savoir faire des choix, pour savoir pouvoir lire, comprendre. Aujourd'hui, il devient très difficile d'utiliser le bluff, la tromperie, comme élément essentiel pour pouvoir prendre les Sénégalais au dépourvu. Ce n'est plus possible. Au même titre que nous procédons à des éléments de réflexion, d'analyse. Nous reculons. Et notre ami l'a dit tout à l'heure, les médias contribuent parfois à faire de cet espace un espace assez pollué. Je dis, nous autres journalistes, nous avons une obligation vis-à-vis de l'opinion. C'est de savoir amener les éléments à partir desquels ils peuvent avoir des éléments de jugement. Je dis que le résiduel n'est pas l'élément essentiel. Ce qui est essentiel, c'est que le discours apporte les solutions qui peuvent être préconisées, la prise en compte des problèmes des Sénégalais. C'est sur ça que nous autres médias, nous devons nous engager pour mettre les politiques face à leurs responsabilités. Les manquements, les insuffisances, pourquoi pas le style très médiocre des uns et des autres, et nous les aiderons à partir de ce moment-là à réajuster leur discours et à se mettre devant l'histoire et à savoir qu'ils vont incarner probablement un cap, une vision. Mais tant qu'il n'y a pas ça, on continuera à être dans cette sorte de méli-mélo où chacun il va de son discours et de sa façon de voir. Vous savez, Alassane, moi, il y a quelque chose qui me frappe quand j'observe le débat politique, c'est que je me dis parfois, mais est-ce qu'on n'est pas dans une répétition perpétuelle de ce qui s'est passé avant? Je vous donne un exemple, c'est le fichier électoral. On a eu deux alternances démocratiques, donc en 2000 et en 2012. Mais à chaque élection au Sénégal, un moment ou un autre, il faut se mettre sur son canapé et attendre qu'on parle du fichier électoral. Et l'exemple est un exemple très, très drôle, mais triste en même temps. C'est-à-dire qu'en 2007, Wade a gagné au premier tour. Donc l'opposition a dit, voilà, Wade a triché parce que le fichier électoral n'est pas bon. Et ils ont boycotté les législatives de juin 2007, je pense. Et au bout de 2 ans, donc l'opposition était absente finalement des cercles institutionnels. L'opposition n'était présente ni au Parlement, donc et effectivement l'exécutif, donc c'est le camp libéral. Et en 2009, ils se disent, ok, donc on va participer maintenant aux élections locales, où ils ont fait les assises nationales avec Abdou Mokhtar Mbow et tout. Ils ont dit maintenant, oui, on va participer, mais avec le même fichier. Et l'opposition a gagné des grandes villes. Et ils n'ont pas été challengés. Et c'est là aussi la presse doit jouer un rôle important. C'est-à-dire, vous les invitiez sur les plateaux. Mais en fait, vous avez dit que Wade avait triché avec le fichier 2007. 2009, vous avez gagné avec le même fichier. Donc, en fait, quelle est la différence en fait? On ne parle que du fichier électoral et par exemple, de l'importance de virer le ministre de l'Intérieur parce qu'il est partisan. Mais dans toutes les démocraties, en fait, le ministre de l'Intérieur est à la limite un membre d'un courant politique. En fait, c'est pas grave. Wade a gagné en 2007 avec un ministre de l'Intérieur de son parti. Il a perdu en 2012 avec Ousmane Ngom. Donc, à la limite, c'est insignifiant, en fait, ce débat. L'idée principale dans une confrontation politique, c'est de faire des propositions et d'aller à la rencontre des citoyens qui doivent voter pour vous.
Et c'est ça qui est important. Et malheureusement, on ne sent pas un débat de fond, on ne sent pas un débat de qualité. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'en aura pas en fait. On aura vraiment la campagne la plus médiocre de l'histoire de notre pays et qui peut, par contre, comme il n'y a pas d'idées, les idées sont asséchées dans le débat public, ça peut peut-être découler sur autre chose de violent physiquement, ou en tout cas de poursuivre dans l'invective et dans les insultes. Et la moralité des hommes politiques qui doivent diriger ce pays. Il y a eu beaucoup de phénomènes Ousmane Sonko en disant que c'est un homme qui arrive avec rupture, avec un discours nouveau par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre des hommes politiques. Aujourd'hui, il y a des dossiers qui sont mis sur la table. Certains estiment que c'est des fake news, d'autres estiment qu'il est victime de complot, d'autres disent qu'il cache quelque chose aux Sénégalais. Oui, je pense que M. Sonko devait incarner le nouveau monde, comme on a l'habitude de le dire ailleurs. C'est-à-dire cette rupture entre les établissements politiques permanents qui sont assortis d'attitudes de comportement, qui pratiquent la politique d'une certaine façon, pour avoir le discours d'adhésion, qui est un discours qui va être un discours qui va plus ou moins mobiliser sur le caractère nouveau de son style, la personnalité qu'il peut incarner, les propos qu'il tient et le parcours, qui peut être un parcours peut-être sans tâche, soi-disant, de ce monsieur Sonko. Donc ça aurait pu être des éléments d'avantage. Et il apparaît comme une sorte de nouveauté. À la limite, une sorte d'ovni dans un environnement politique où les gens sont des routiers, des vieux chevaux de retour, pour parler comme l'autre. Alors donc, là également, les gens sont en attente par rapport à un personnage comme M. Sonko et un personnage qui peut ressembler à M. Sonko, parce qu'il y en avait d'autres également. Il n'y avait pas comme M. Sonko pour créer la rupture avec la vieille pratique politique, donc incarner le nouveau monde, comme on dit ailleurs. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de propos qu'on tient, des éléments qu'on accumule autour de lui, mais il faudra apporter la preuve de tout ça quand même. Et ça nécessite également que les gens y soient avec beaucoup plus de prudence. Il ne sert à rien de pouvoir, dans une arène politique, créer des contre-vérités pour essayer d'accabler quelqu'un ou vouloir détruire son image vis-à-vis de l'opinion. Il faut apporter des éléments de faits réels. À ce jour, on semble, comme vous l'avez dit, bien nuancer tout ce que les gens disent. Ça semble être des fausses informations, les fake news, comme vous avez dit. Ça peut également être des éléments montés contre quelqu'un. Il s'agit également pour les uns et les autres d'apporter la preuve. Mais rien aujourd'hui ne permet de dire avec certitude que ce qu'on fait porter à ce monsieur est quelque chose qui soit fondé. Alors ça, c'est un. Et l'autre, maintenant, qui peut être à la fois valable pour M. Sonko, qui a envie d'incarner le renouveau dans la politique, que pour ceux qui pratiquent la politique depuis longtemps, c'est de se dire que quelque part, cette opinion a mûri et qu'elle peut avoir des éléments d'appréciation et de jugement. Et que nous ne devons plus faire la politique de la manière dont nous l'avons fait jusqu'ici. Et nous ne devons pas précipiter ce pays dans un environnement où tout ne tient qu'à des invectives, qu'à des insultes et qu'à des non-propositions, ou à la limite à de la bonne manipulation, ou même à une utilisation de moyens qui peuvent être des moyens qui travestissent un peu le comportement normal du citoyen face au choix qu'il doit faire. Donc je pense que c'est tous ces éléments qu'il faudra réunir, à mon avis, et que c'est eux tous qui sont interpellés. Et s'ils ne sortent pas du cadre dans lequel ils se situent, au point que les gens pensent que la politique n'est pas une bonne pratique, qu'il y a une sorte de rejet de la politique, s'ils ne sortent pas de ce cadre, mais je pense que nous allons de plus en plus vers des abstentions où les élections majeures, les élections importantes ne répondront plus aux attentes des Sénégalais et ils seront peu à aller voter, et tout ce qui se fait à l'intérieur de l'utilisation des cartes, à la rétention des cartes, des inscriptions et tout, ne devient qu'une affaire qui se gère entre eux, et que le grand peuple ou la majorité de la population sera très en retrait par rapport à l'action politique. Oui, enfin, sur Ousmane Sonko, moi, j'ai trois choses à dire. Moi, je l'ai vu apparaître comme un ovni politique, effectivement. C'est un haut fonctionnaire qui a été radié. Et moi, je l'écoute et je vois deux choses. Je vois d'abord un discours anti-système qui est maintenant très prégnant dans l'espace politique international, autant en Europe qu'en Amérique, avec parfois des déclinaisons assez sombres et très tristes. Et je vois une deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est un membre de l'élite, parce que c'est un énarque, c'est un haut fonctionnaire, c'est un ancien inspecteur des impôts, et qui fait un discours de rupture vis-à-vis des élites. Il a un mérite, c'est-à-dire qu'on a quasiment 300 partis au Sénégal, et beaucoup, déjà, personne ne connaît les noms de ces partis et les leaders. Donc, en peut-être moins 5 ans, 6 ans, il a réussi quand même à se créer un espace d'expression politique et d'existence politique et de réussir à avoir ses parrainages là où des anciens premiers ministres, des anciens ministres, des anciens parlementaires n'ont pas réussi. Et ça, c'est important. Mais quand on écoute M. Sonko, moi, je suis sceptique sur
beaucoup de propositions. Et c'est un conservateur, c'est un populiste de droite. Et par exemple, il y a quelque chose d'assez dangereux, par exemple. C'est que Ousmane Sonko parvient ou essaye en tout cas de capter une idée concernant le rejet de l'autre. C'est-à-dire que c'est le débat sur le franc CFA, le débat sur aujourd'hui la présence de la France, sur les entreprises françaises, etc. Et si c'est un débat de souveraineté, moi je suis totalement d'accord avec ça parce que je suis souverainiste. Mais si c'est un débat qui n'est pas argumenté, par exemple sur le franc CFA, il raconte n'importe quoi, je vais sortir du franc CFA le lendemain, c'est complètement n'importe quoi, ça va à rebours de tout ce qui est une conception économique, tout ce qui est politique économique, tout ce qui est efficacité internationale. Mais si ce débat sur la France, notamment sur l'autre, sur l'étranger, charrie ce qui peut ressembler à de la xénophobie, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je trouve que Ousmane Sonko a fait 2 livres, je ne les ai pas lus, parce qu'en l'écoutant, je n'ai pas envie de lire ces livres. Bon, de façon générale, les livres politiques sont très mal écrits, très mal faits, on n'a vraiment pas envie de les lire. Mais il y a moyen de le challenger. Il y a moyen d'avoir un débat d'idées et de contenu programmatique avec lui. Mais par exemple, ce que je vois, notamment d'une partie de la majorité et de certains hauts fonctionnaires, ne me rassure pas. Je donne juste un exemple très basique et très banal. Je vois un conseiller du chef de l'État qui passe sa vie sur les réseaux sociaux à insulter Ousmane Sonko. Moi, j'ai été conseiller dans des cabinets ministériels pour 3 ministres. Je sais qu'un conseiller n'a pas le temps normalement de passer sa vie sur Facebook, surtout de pilonner un candidat. Et d'ailleurs, on le rend sympathique, on le propulse, on le fait monter, et à la limite, on en fait un adversaire dangereux, alors qu'il n'a pas le socle électoral, par exemple, qu'on pense, il n'a pas les moyens qu'on pense, et il n'a pas non plus le personnel politique qu'on pense pour pouvoir peut-être arriver à la magistrature suprême, en tout cas pour la première tentative. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui donc cette absence de débat économique? On parle du Sénégal, on parle de pétrole, on parle de gaz, on parle aujourd'hui de relations internationales, on parle de la bataille entre la Chine et les Américains qui normalement va avoir un impact sur l'économie mondiale. On n'entend pas ces débats-là au Sénégal. Non, je crois que ça rejoint simplement le constat que nous avons fait, hélas. Je dis que ceux qui sont les acteurs politiques, pris individuellement, chacun peut porter des valeurs et une bonne connaissance de ce que peut être le monde dans sa configuration actuelle, les exigences du développement, la nécessité de mettre en place des éléments de réflexion sur notre économie propre. Mais ils n'ont pas le temps à ça. On s'est tellement engouffré dans le non-débat qu'aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile. Pour qu'il y ait débat, il faut quand même un espace serein et que les gens s'accordent sur des valeurs. Vous lancez aujourd'hui l'idée de vouloir faire débattre certains. Il y a ce qui est propre aux Sénégalais, des éléments de susceptibilité, des envies de dire que je suis supérieur à l'autre ou je me mets dans une posture d'équidistance par rapport à lui, je ne juge pas nécessairement. La notion de naoulé devient un élément important pour que les gens puissent débattre. On a vu ce qui s'est passé ailleurs. Quand il s'est agi de vouloir débattre, les gens s'accordaient sur des valeurs qui fondent le débat, qui va être un débat démocratique. À la veille d'élections, à un premier tour sélectif ou un deuxième tour pour faire un choix définitif. Ça s'est toujours passé comme ça. Et le monde évolue de cette façon. Les populations ont besoin de comprendre, de savoir. Les médias deviennent des éléments de relais qui affinent, qui confinent ou même parfois procèdent à des possibilités de rejet d'un candidat parce qu'il arrive à pouvoir se faire comprendre, à pouvoir se faire identifier sur le simple fait qu'il ait été dans la posture de débattre avec un autre. Votre caractère, la capacité que vous avez à être un homme de discernement, un homme de rigueur, un homme de retenue, qui sont autant de valeurs à partir desquelles on peut construire l'image de quelqu'un qui a envie de diriger un pays. Je pense que c'est tous ces éléments qui ne sont pas encore présents. On lance l'idée de vouloir créer des débats, mais eux tous, dans leur ensemble, ne s'accordent autour de rien. Ils n'incarnent même pas les mêmes valeurs qui font qu'ils sont entrés en politique. À partir de ce moment-là, il sera très difficile de les réunir et de les entendre se porter la contradiction les uns les autres. Mais non, il y a des gens qui les relaient. Notre ami a parlé tout à l'heure de certains rôles, de certaines fonctions qui sont attribuées, ou bien que s'attribuent certaines personnes. Mais ceux-là vont continuer à alimenter le non-débat par ces voix qui sont ces voix biaisées ou ces voix détournées. Quand on soustrait les idées et la culture du débat politique, on ne peut avoir que le discours médiocre dans notre espace public. Et il ne peut pas y avoir de débat économique, il ne peut pas y avoir de débat sur la culture, il ne peut pas y avoir de débat sur l'école, sur la politique étrangère. Encore une fois, on y revient dans la zone du Sahel, il y a le terrorisme au Mali, etc. Et on n'a pas aujourd'hui de vision du monde. Donc quand on sort la connaissance, le savoir de la politique, on ne peut avoir aujourd'hui qu'une société désincarnée. Et deuxième chose, on dit tout le temps que la politique n'est pas un métier. Je suis d'accord, effectivement, la politique, il faut être journaliste, enfin, pas être journaliste, non, mais on peut être médecin, avocat et autres, et faire de la politique. Mais
ça exige un travail au quotidien. Un travail de lecture, par exemple, de toute la presse quotidienne, de manière mensuelle, un travail de lecture des rapports que le gouvernement produit, des notes, etc. En fait, c'est un boulot, quoi. C'est un boulot. Il faut lire, il faut travailler, il faut se documenter, il faut aller à la recherche de l'information. Et par exemple, moi, je donne l'exemple de la France, où chaque matin, tu as sur toutes les radios françaises, soit un ministre ou un militant de l'opposition qui vient débattre avec des médias qui le challenge et qui lui posent des questions précises. Vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi en France sur la politique quand on est ministre ou autre, sur même un chiffre sur la croissance, et sans que vous ne soyez démenti ou challengé ou poussé dans vos derniers retranchements avant la fin de la journée. Et c'est là aussi où la presse doit jouer un rôle important. C'est quand on invite aussi les acteurs politiques qu'on arrête de leur poser des questions. J'apprends pas aux journalistes leur boulot, mais qu'on leur pose pas seulement les sempiternelles questions sur le fichier électoral, sur le parrainage. Est-ce que vous allez, si vous n'avez pas vos parents, est-ce que vous allez soutenir un candidat de l'opposition ou le président sortant Macky Sall, etc. C'est aussi qu'on leur pose la question sur la croissance, sur aujourd'hui les investissements dont on parle au Sénégal, sur le bilan du chef de l'État sortant, et on verra tout de suite la fraude que certaines personnes représentent, et on verra tout de suite aussi qui sont les personnalités politiques dignes d'être écoutées, d'être entendues, et qui mériteraient peut-être le suffrage des citoyens sénégalais. Oui, mais quelle est la responsabilité aussi du gouvernement, de ceux qui tiennent le pays, sur la médiocrité des débats? Est-ce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas responsables de cette situation aujourd'hui? Mais je pense que ça peut être une responsabilité partagée, parce que les deux postures ne sont pas identiques. Quelqu'un qui incarne le pouvoir, il ne travaille qu'à assurer son rôle de gouvernement et vouloir assumer autant que faire se peut les fonctions qui lui sont dévolues. C'est un attribut qui devient un attribut de pouvoir qui lui permet de devoir décider. Mais la presse a souvent dénoncé le problème de l'accès à l'information, qui fait qu'aujourd'hui, c'est verrouillé. Même quand vous invitez des ministres, ils se dérobent. Mais ça, c'est une pratique vieille au Sénégal. Vous voyez, aujourd'hui, il n'est pas envisageable de voir un chef de gouvernement être en face d'un opposant et de devoir débattre avec lui. Alors que ça devrait être possible. Et comme il est possible qu'un ministre ait en face de lui, dans le secteur qui est le sien, un personnage qui n'est pas forcément de son système et qui tient à l'interpeller sur un certain nombre de questions, dans le secteur qui le préoccupe. Ça aurait aidé à mieux mettre en forme le débat, à désalourdir l'espace politique et que ça ne tienne plus uniquement à de petits propos ou à de petites confrontations ou sur des phrases qui n'apportent pas grand-chose à la bonne connaissance de l'évolution du pays. Mais peut-être qu'il nous faut créer désormais la possibilité de faire de sorte que les gens débattent entre eux et que cela ne soit plus simplement en période électorale. On aspire à les voir débattre, on pose la nécessité de voir gouvernants et non-gouvernants être sur un plateau de télévision ou devant des micros de radio pour débattre de quelque chose qui préoccupe les Sénégalais, il faudrait que ça soit pas l'exception, mais ça doit désormais la règle. Parce que ça se passe ailleurs. Et notre ami l'a dit tout à l'heure, tout à fait vrai. Le matin, dans les grandes radios, en France et ailleurs, les gens débattent, posent les problèmes des citoyens. Le chiffre du jour, il est analysé, il est décortiqué. Les éléments de la tendance économique, les éléments qui montrent le pouvoir d'achat sont des éléments qui sont disséqués, analysés. Et ensuite, on interpelle les ministres qui sont concernés. Donc, c'est souvent sur un chiffre qui a une valeur importante dans la vie des populations qu'on met la réflexion du jour, qu'on mette le débat du jour. Et cela ne se passe pas ici, au Sénégal, ça ne se passe pas comme ça. Il y a également un problème de niveau aussi. Nous devons reconnaître qu'il y a un problème de niveau. Si on ne se donne pas le temps de se mettre à niveau sur tout, on ne peut pas entreprendre de même débattre de certaines choses. Ensuite, il y a également que nous sommes dans un peuple où quand même près de 70 à 75% de la population n'est pas forcément à même de se mettre au niveau de ceux qui débattent comme des élites. Il a parlé tout à l'heure de M. Sonko, c'est vrai. Il en est un parmi tant d'autres. C'est des gens qui sont les purs produits de la méritocratie républicaine. Ils assument les fonctions qu'ils ont assumées. Ils ont eu des parcours qui peuvent être des parcours intéressants, mais il faudrait qu'ils arrivent à établir le lien entre eux et le peuple, le petit peuple, le peuple des élites et le peuple des gens qui sont en attente par rapport au bon discours qui leur permettent de pouvoir adhérer au schéma que vous proposez. Et je pense que c'est là que se trouve le problème. Et c'est une réflexion de fond, à mon avis. Absolument. Alassane, quand je parle de la classe politique, moi je parle de tout le monde. Je ne parle pas seulement de l'opposition ou de la majorité. C'est que le débat est médiocre partout. Et M. Ndiaye l'a dit, et il a parfaitement raison. On ne peut pas avoir l'école qu'on a, l'université qu'on a, et l'absence de rigueur qu'on a, et vouloir que les politiques aient du niveau. Ils n'ont pas le niveau. Quand on les entend parler, quand on les lit,
on se rend compte que ces gens-là, soit n'ont pas le niveau, soit ont arrêté d'apprendre et de lire depuis 15-20 ans, parce que, encore une fois, on ne leur pose pas les questions essentielles. Encore une fois, ils n'ont pas besoin de se cultiver, de s'instruire, pour peut-être aller parler aux citoyens ou aller parler dans les médias. C'est que c'est des gens qui ont parce qu'ils sont dans un pays où les populations ne demandent pas des comptes. Mais oui, c'est dû à ça. Oui, bien sûr. Et c'est là où on passe d'ailleurs d'une démocratie procédurale à une démocratie substantielle. On est encore dans une démocratie procédurale au Sénégal. C'est-à-dire on organise des élections quand même relativement bien. Il n'y a pas de rupture du fonctionnement normal des institutions. Il n'y a pas de guerre civile. L'Assemblée fonctionne. L'Assemblée. Mais le système reste le même. Mais le système reste le même. Et encore une fois, et ça vient de notre indépendance en fait. On a eu une indépendance procédurale négociée, et depuis lors on a une démocratie procédurale. C'est les procédures. Tout ce qu'on dit, l'essentiel, les élections se tiennent. Après, je pense qu'on a décalé quelques-unes, les élections locales, municipales. En tout cas, on a toujours les moyens de financer nos élections, d'élire des députés, des sénateurs, un président de la République, de former des gouvernements, de changer des premiers ministres, etc. Mais on n'a pas une démocratie de haute intensité, comme dit Edwy Plenel. On n'a pas une démocratie substantielle qui permet chaque matin de débattre des enjeux du pays, de débattre du futur du pays, de débattre par exemple de la question de la prospective et de la perspective et de quel chemin notre pays devrait ou souhaiterait prendre à l'horizon des 20, des 30 prochaines années, à l'aune des changements qui interviennent et des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Donc on n'a pas une démocratie de haute intensité parce que le personnel politique est médiocre, parce qu'ils n'ont pas le niveau et parce qu'ils ne veulent pas forcément avoir les débats de fond, parce que tout de suite on verra l'imposture que beaucoup d'entre eux représentent. Est-ce que justement c'est parce qu'on est dans cette démocratie procédurale qu'on a du mal à avoir une sorte de gilet jaune au Sénégal pour revendiquer certaines choses? Parce que peut-être c'est en France ceux qui réclament des choses sont une élite qui comprend les enjeux du monde. Ça rejoint quand même, je crois, la première part de ma réflexion. Au fond, tout tient du niveau de culture, aussi bien de l'élite que des populations qui sont amenées à pouvoir comprendre, discerner et créer des adhésions par rapport à tel ou tel type de discours. Mais malheureusement, à ces populations, on n'offre pas la possibilité de pouvoir comprendre certaines choses. Résultat des courses, on fait des choix qui sont guidés parfois par autre chose que des choix d'adhésion sur un programme ou sur un projet de société. Mais il leur suffit simplement qu'on explique et que les populations comprennent et arrivent à identifier quelle peut être la valeur de chaque candidat ou de chaque représentant de la société politique pour pouvoir faire des choix qui sont des choix opérants. Parce que les populations aujourd'hui sont confrontées au fait qu'ils sont devant un vide. On n'explique absolument rien du tout. Tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils savent prendre, les populations, tout ce qu'elles savent prendre, c'est de se mettre en face de deux types de politiques. Ceux qui sont au pouvoir, qui l'incarnent et se donnent tous les moyens pour affirmer, assurer la pérennité de leur pouvoir, et ceux qui aspirent, qui sont de l'autre côté. Et entre les deux, c'est uniquement des jeux d'insultes et d'invectives. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de connivence entre la classe politique sénégalaise, opposition et pouvoir confondus, pour ne pas faire comprendre au bas peuple ce qui se passe? Ça pourrait être vrai, mais seulement le peuple est un peuple intelligent, qui à un moment ou à un autre sait opérer les choix qu'il juge nécessaires. Parce que quand même, face à la réalité d'un certain nombre de faits, le peuple a la capacité de pouvoir être un peuple qui peut choisir et qui peut savoir là où se trouvent ses intérêts. Tous ceux qui viennent font des propositions ou n'en font pas, le peuple sait orienter ses choix. Je dis bien le peuple, je ne dis pas le champ politique dans son ensemble, y compris les partis, les militants, les différents champs qui sont des champs transversaux, qui adhèrent au projet des uns et des autres. Je parle du peuple, le vrai peuple sénégalais qui est capable, à chaque fois, le vote, il montre parfois ce que peut être l'inclinaison du peuple dans ses choix. Le reste maintenant, c'est une question d'animation de l'espace politique, et c'est cette animation excessive de l'espace politique qui fait que cet espace est fondamentalement pollué. Oui, j'aime beaucoup, Alassane, votre question sur la connivence de la classe politique. Et la réponse est évidente, parce qu'elle coule de source. Parce que, où sont aujourd'hui les anciens ministres du PDS? Ils sont au sein de la majorité. Où étaient les anciens ministres du socialiste, en tout cas beaucoup d'entre eux et les parlementaires, quand Wade a pris le pouvoir, ils l'ont rejoint. Donc la classe politique, elle est interchangeable en fait. C'est que depuis que je suis né, je vois les mêmes personnes. Elle ne se renouvelle pas, elle est interchangeable, et on passe d'une minorité à une majorité, d'un parti à un autre, comme si on sortait de son salon et on rentrait dans sa chambre en fait. Et si on n'arrive pas à pousser une vieille classe politique dehors, à la retraite,
on aura encore les mêmes débats et les mêmes façons de faire. Et c'est parce que la politique est intimement liée à la question de l'enrichissement dans notre pays. Et l'enrichissement, parfois, sans aucune conséquence. Est-ce que c'est pas sur ce point qu'on attendait beaucoup Macky Sall par rapport à la rupture, au vieux briscard de la politique sénégalaise? Ah, absolument, absolument. Moi, je l'attendais absolument là-bas. J'ai eu la chance de connaître le chef de l'État avant qu'il soit élu, et j'attendais vraiment que ce soit le grand réformateur que notre pays devrait avoir. Il fait des choses, mais en tout cas, dans l'assèchement des niches de transhumance, vous êtes dans la modernisation de la démocratie, dans la constitution des lignes de force très claires entre ceux qui sont de gauche et ceux qui sont de droite, parce que peut-être que je suis la vieille école, mais je pense que ces choses-là ont un sens, ou en tout cas, ceux qui ont gouverné et ont mis le pays à genoux, peut-être soient mis à la retraite politique. Et que une nouvelle génération vienne gouverner avec le chef de l'État qui est jeune, qui est le premier président né après les indépendances. Une partie est faite, on a beaucoup de jeunes ou de nouvelles personnes effectivement qui gouvernent, qui sont à l'Assemblée, qui sont des ministres, mais on a aussi malheureusement toutes les vieilles figures, mais dépassées, désincarnées, complètement abandonnées en tout cas par la marche du monde, et qui viennent à la quête de privilèges et à la quête de subsidies, et qui viennent encore gouverner avec les jeunes gens dans un pays quand même très 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 jeune en fait. Oui, est-ce que c'est pas ça aujourd'hui le fond? Non, je pense qu'il y a également d'autres éléments qui entrent en compte. Lesquels? Le champ politique, il est dans un environnement précis où il y a un certain nombre de déterminismes qui viennent à la fois de notre culture, de la manière dont notre société évolue, d'autres champs qui sont des champs d'influence et de puissance au niveau de l'espace politique. Et de lobby aussi. Hein? Et des lobbies, je parle surtout des lobbies. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas venir du jour au lendemain effacer tout et vouloir recommencer tout. Il faut passer par des phases qui sont des phases de transition en douceur. Mais ceci dit, il aurait fallu passer par par des étapes qui sont des étapes assez fortes qui expliquent le besoin d'apporter des changements dans l'évolution de notre politique. Si on ne fait pas ça, on continuera en lieu et place de faire la même pratique. Les vieilles méthodes. Vous avez parlé tout à l'heure des hiérarques de l'ancien temps qui sont devenus les mêmes aujourd'hui dans certains espaces. Mais c'est parce que c'est une continuité dans le comportement. C'est une continuité dans la manière de faire de la politique. Et la politique chez nous, quoi qu'on puisse dire, c'est dans une posture d'accumulation, de rente et de distribution souvent. Absolument. À partir du moment où les gens le voient comme ça, où les gens pensent qu'être politique, c'est devoir avoir les moyens pour aider les autres, ne pas les aider à avoir une posture de citoyen qui se bat pour exister, mais être à la remorque de quelqu'un, les politiques ne perçoivent leur fonction que dans cette optique. Ce qui fait qu'aller à l'Assemblée, avoir des fonctions officielles, contribue un peu à vous permettre de continuer en lieu et place de faire ce que les gens ont toujours fait, qui appartient à la vieille méthode politique de l'ancien temps. Alors, mais aujourd'hui, ça s'est même aggravé si on n'y prend pas garde. Et tous ceux qui peuvent être des jeunes, parce qu'après tout, il ne s'agit pas de faire une confrontation entre générations. Je suis d'accord avec ça. Moi, je ne crois pas à... Est-ce qu'au fond, on n'est pas d'une sorte de pragmatisme? Ouais, mais à la limite, c'est à la fois du pragmatisme et c'est également une nécessité. Il y a aujourd'hui des jeunes qui sont entrés en politique, qui exercent des fonctions et qui sont dans des postures d'esprit beaucoup plus vieux que les vieux qui sont actuellement en politique. Il y a des vieux qui sont dans la politique et qui ont un esprit moderne d'ouverture et qui modernisent leur action et le fait politique, alors que d'autres ne le font pas. Je suis d'accord avec ça. Alors donc je pense que le problème, il est surtout un problème de fond qui appelle à réfléchir. J'espère que dans les prochaines décennies, on aura probablement à revoir un peu comment faire la politique dans notre pays. Comment faire pour qu'il y ait un partage des moyens que nous avons sans que cela ne soit orienté sur l'appartenance à tel ou tel courant ou tel parti politique, et que la politique devient un peu l'élément équidistant par rapport à la fonctionnalité des différents moyens qu'on peut avoir et le partage de ces différents moyens par l'ensemble des Sénégalais. On n'a pas besoin d'être encarté quelque part pour pouvoir exercer telle ou telle fonction. Il nous faudrait arriver à ça. Encore que, je ne dis pas que être encarté et exercer le pouvoir doit être quelque chose d'antinomique. On peut être encarté et être parce que là, toutes les grandes théories sur la haute administration est une administration politique. Il faut le concevoir. Depuis Weber jusqu'à ce que les gens qui sont venus après lui. Oui, le deuxième point de notre débat, c'est la RDC. Vous avez constaté qu'on risque d'avoir une probable cohabitation entre Félix Tshisekedi, qui a été élu, et le camp de Kabila, avec les résultats qui sont sortis par rapport à la députation dans ce pays. Il y a Fayoulou qui continue à contester l'élection présidentielle. Est-ce que ce pays risque d'être plongé dans une nouvelle crise?
avec tout le respect que je voulais, est-ce que la question ne serait pas de dire est-ce que la RDC sortira un jour de la crise? C'est un pays à la limite avec une situation dramatique. Par exemple, rien que dans l'est de la RDC, on a une dizaine de groupes armés qui se combattent. On ne sait même plus qui combat qui. Le M23, les Maïmaï, les Interahamwe, les anciens rebelles du FDLR, etc. Donc sur un pays quand même potentiellement riche en termes de ressources naturelles, en termes de minéraux et tout, on n'a jamais eu la paix en fait, dans notre pays. Les femmes sont violées au Congo d'une façon absolument abominable. Il faut voir le film d'Angèle Diaban sur le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, etc., pour se rendre compte de l'ampleur du drame dans ce pays. Alors, pour la première partie de votre question, quand on dit qu'il y aurait une cohabitation entre Tshisekedi et le Kabila, certains disent même, est-ce que c'est une cohabitation? Est-ce que c'est pas finalement la même majorité, Kabila, qui part pour mieux revenir? C'est un peu la formule de Lampedusa dans le Guépard. Tout change pour que rien ne change, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a effectivement des risques potentiels de violence qui vont survenir dans le pays. Et on espère vraiment que la RDC ne continuera pas à s'enfoncer dans la guerre civile, etc. Et ce pays continent? Oui. Mais c'est un véritable pays continent, Alassane. Vous vous rendez compte? C'est le 4e pays le plus peuplé d'Afrique. Après, je crois, l'Éthiopie, après peut-être le Nigeria et l'Égypte. Ensuite, au plan de sa superficie, c'est le 2e pays le plus grand d'Afrique, après l'Algérie, avec près de 2 400 000 km², plus de 4 millions de population. Et pourtant, c'est le pays aujourd'hui qui a l'indice de développement humain le plus bas. C'est ensuite également le pays où l'espérance de vie varie entre 46 à 50 ans par an. Donc, ça pose un problème. Et pourtant, comme l'a dit notre camarade, c'est un scandale géologique. C'est 2 fuseaux ou 3 fuseaux horaires, des régions vastes qui vont des zones sud, est, ouest, avec tout ce que ça a comme ressources minières et potentialité végétale. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ce pays ne peut pas partir? De 1960 à son indépendance, avec le premier président, Kasavubu, à Mobutu Sese Seko, jusqu'à aujourd'hui Kabila, c'est les mêmes phénomènes. Des guerres civiles, un embrasement total, une limite dans l'utilisation des moyens, des chefs de guerre de part et d'autre. Et ce pays pose aujourd'hui problème. Et si aujourd'hui, ce grand pays de l'Afrique centrale avait émergé, il aurait pu être une bonne locomotive pour beaucoup de pays, comme le Nigeria devrait l'être en Afrique de l'Ouest. Mais nous vivons cette situation. Mais cela tient également du fait que c'est des pays qui ont connu une sorte de faillite institutionnelle. Absolument. L'État n'a pas été un État organisé au sens où nous le comprenons. C'est un non-État. Absolument. Et qu'aujourd'hui, les chefs de guerre, la géopolitique dans laquelle se situe ce pays, contribue un peu à affaisser ce pays. Le président, il est à Kinshasa, mais à 600 000 km, à près de 8 000 km, 9 000 km, dans des fuseaux qui sont des fuseaux qui partent dans tous les sens, il n'arrive pas à pouvoir procéder à un pouvoir central fort qui tient le pays dans un fonctionnement normal. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'effectivement, rien ne changera. Parce que l'actuel nouveau président, supposé avoir été élu, devra travailler dans l'optique d'être soumis aux obligations que lui imposeront le président sortant. Pourquoi on parle de cohabitation? Près de 250 à 300 députés du parti de la majorité pour un personnage qui n'était pas supposé faire de la cohabitation, avec tous les jeux d'alliance qui avaient été faits au début pour que cela ne soit pas, on en est revenu à la case départ. Kabila restera avec sa force, avec sa défense, avec ses grands directeurs, avec le patron de la grande banque, la banque nationale, et il continuera de gérer l'économie. Et il va y avoir des problèmes. Aujourd'hui, il faut tout faire pour trouver une solution, afin qu'il n'y ait pas une trop forte dégradation de la situation. Parce que vu sous cet angle, on va vers des lendemains qui risquent d'être très, très, très difficiles pour ce pays. Parce qu'on a entendu la France intervenir en disant que celui qui était désigné comme vainqueur n'est pas le bon vainqueur. Les États-Unis parlaient aussi, l'Église parlait aussi de cela. Est-ce que tout ça, ce n'est pas des germes d'une crise ou d'une surcrise? Mais absolument, c'est les germes d'une crise. Et juste pour revenir en arrière, effectivement, quand on n'est pas sur place, quand on n'a pas effectivement une connaissance fine du pays et de la machine électorale et de l'élection, comment ça s'est passé, c'est difficile de dire, effectivement, un tel n'a pas gagné, un tel. Mais en tout cas, c'est étonnant que la grande coalition, la Lamuka, avec
le soutien de Jean-Pierre Bemba, avec l'ancien gouverneur du Katanga, Katumbi, etc., qui soutiennent quelqu'un et qui sont derrière. Mais bon, c'est la magie, comme on dit, de la démocratie. On ne sait jamais. Donc, franchement, pour qui a gagné, je n'aime pas trop m'avancer là-dessus. En tout cas, la conférence épiscopale est très dubitative, même si elle n'a pas donné des résultats, même si elle n'a pas dit qui a gagné, elle a demandé en tout cas qu'on montre les vrais résultats. Pour revenir à la France, moi, c'était hallucinant de voir le ministre des Affaires étrangères français contester avant même les opposants l'issue de l'élection. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est comme si le président Macky Sall se levait et appelait la France à arrêter la répression des Gilets jaunes. Je n'ai pas vu parce qu'il y a quand même une souveraineté des pays africains qu'il faut respecter, même si on connaît tous l'ingérence française, les enjeux géopolitiques, où nos pays ne sont pas forcément indépendants vis-à-vis de la tutelle coloniale ou en tout cas occidentale. Il y a quand même des égards à avoir. Il y a des égards à avoir par rapport à notre pays. Il faut du respect. Il faut qu'on respecte notre pays. Et ça, c'est extrêmement important. Jean-Yves Le Drian n'étant pas lui-même un exemple, parce qu'il a été ministre de la Défense sous François Hollande, après un mandat de 5 ans, et qui a fait ce qu'on appelle au Sénégal le phénomène de la transhumance, en fait, qui a rejoint Emmanuel Macron, qui ne partage pas avec les mêmes valeurs idéologiques que lui, pour continuer en tout cas à profiter des largesses du pouvoir en lui apportant la Bretagne, région où il règne vraiment en grand seigneur. Donc c'est très discourtois, c'est très inélégant, c'est très irrespectueux, et je pense que là, une réponse à la hauteur de cet affront-là devrait être apportée par les autorités congolaises, mais pas que, par les institutions africaines et par même les chefs d'État africains. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, pourquoi pas demain au Sénégal, le président sortant peut rempiler ou bien l'opposition peut gagner, et que le ministre des Affaires étrangères français ou américain disent nous ne sommes pas d'accord avec l'issue de l'élection. C'est comme j'entendais en rentrant dans votre studio que l'ambassadeur de Moscou en Guinée-Conakry réclame un troisième mandat pour réclame un troisième mandat au président guinéen. C'est absolument scandaleux. Et le respect, en tout cas, que ces pays-là nous doivent n'est proportionnel qu'à l'exigence de respect que nous faisons, que la demande sans équivoque et sans aucune forme de contestation possible du respect vis-à-vis de ces pays-là, malgré la différence. Est-ce que Franck Blondier, ça ne pose pas la question des indépendances négociées et que les pays africains, au fond, on parle beaucoup, mais l'indépendance dont on réclame, qu'on se dit, n'est pas là. Mais d'ailleurs, si vous l'avez décidé à Bruxelles, peut-être à Washington. Si vous l'analysez sous l'angle des soubresauts politiques qui se passent dans nos pays, il y a là que l'ingérence devient un élément indicateur du fait que les puissances étrangères détermine la manière dont nous devons moduler la démocratie chez nous. Il y a un principe qui est que quand il y a des élections, ils se prémunissent par rapport à ce que devront être les résultats. Et le choix qu'il faudra faire sur celui qui est supposé être, entre guillemets, leur candidat. Pour peu que cela ne corresponde pas à ce qu'ils avaient souhaité, ces pays, souvent, n'interviennent pas de façon directe, mais ils sont dans des sous-entendus. Au fond, le vrai problème qu'il y a aujourd'hui en Afrique, c'est qu'il faut que les Africains arrivent à s'assumer, à créer des États où la démocratie est une réalité, où l'état de droit est réel. On ne conteste pas des élections en Europe ou ailleurs. Oui. On n'intervient pas pour dire à la France, à l'Angleterre, à la Belgique, qu'aujourd'hui, dans le choix de vos élections, ou l'Italie, il y a tel ou tel. Alors que par moment, il peut y avoir des manquements. Il y a des phénomènes qui sont réels, qui leur sont propres. Mais on n'intervient pas. Alors, chez nous, les périodes d'élection, les choix qui doivent être opérés deviennent à la fois des occupations ou même des éléments d'analyse pour les Français qui en indiquent les orientations ou les différentes configurations. Je dis que ça pose problème. Mais ceci dit, ça tient beaucoup plus du comportement de nous autres Africains, les États africains. La construction de l'État n'est pas encore, à mon avis, n'a pas encore atteint un niveau qui fait que cet État africain puisse être en équivalence directe avec les États européens. Nous devons avoir à partager la même valeur que la démocratie, qui a une valeur universelle, l'état de droit et la manière dont, dans les élections, qui ne sont qu'un aspect de la démocratie, dans la conduite des affaires de l'État, dans les rapports que nous avons avec nos populations, dans le choix de notre développement, nous puissions être dans une posture d'équivalence avec ces pays. Si cela avait été, croyez-moi, il serait quand même
dans une situation de ne pas avoir à s'ingérer dans nos affaires ou à donner des indications ou des orientations. Est-ce que ça, c'est pas dû au fait que les présidents africains, les dirigeants africains acceptent ce genre de situation? On nous envoie des observateurs européens pour superviser nos élections. On n'a jamais vu l'Union africaine envoyer des observateurs en France superviser les élections aux États-Unis. Mais bien entendu. Et d'ailleurs, il y a un exemple très cocasse. Quand il y a eu des observateurs lors d'une élection kenyane, lors de la présidentielle kenyane, pour dire que ça s'est bien passé et que derrière, la Cour constitutionnelle kenyane a invalidé les résultats et qu'il a fallu revoter, ça montre aujourd'hui tout le côté loufoque et absolument insensé de ces observateurs qui viennent rester dans les grands hôtels et après ont toujours la fameuse phrase qu'on connaît tous. Il y a eu des irrégularités qui n'ont pas été de nature à changer le cours de l'élection. Et juste pour finir, Alassane, il y a cette déclaration de Jean-Yves Le Drian représente une chose. Elle est représentative de la désinvolture avec laquelle Emmanuel Macron gouverne son pays et aussi gère ses rapports avec l'Afrique. On a eu le taux de fécondité des femmes nigériennes, ce qui était absolument scandaleux comme déclaration. On a eu sur la migration clandestine où il disait que c'est les classes moyennes, donc à la limite moyenne aisée, qui partent prendre les pirogues pour partir et mourir dans la Méditerranée. On a eu toutes ces déclarations-là qui sont juste illustratives d'une désinvolture et qu'à un moment donné, le respect n'est proportionnel qu'à l'exigence de rigueur et à l'exigence de souveraineté auquel nos pays doivent faire appel. Mais dans tout ça, quelle est la responsabilité de nos élites? Mais elle est totale. Moi, je l'ai dit au début, elle est totale. Parce que si, par exemple, même pour un soin, même pour les vacances, etc., on préfère parader à l'avenue Montaigne que visiter le Rwanda qui est en train de faire des miracles, indépendamment de tout ce qu'on connaît en termes de violation des droits de l'homme et tout. Si, par exemple, en fait, on a des élites complexées, très complexées vis-à-vis de la figure du blanc, de la figure de l'étranger, et qu'aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, où aujourd'hui des Sénégalais, des Maliens, des Guinéens performent autant que les intellectuels américains, français, ont des Achille Mbembe, des Felwine Sarr aujourd'hui qui parcourent le monde et qui délivrent une parole africaine sensée à partir de nos réalités et de nos épistémés, alors que ce complexe-là n'a pas lieu d'être. Mais Abdoulaye Ndiaye, est-ce que ce n'est pas les séquelles de la colonisation peut-être ou bien de l'esclavage qui fait que devant des élites blanches, comme on dit, c'est pas raciste, que nos dirigeants et ce complexe-là? Non, je pense qu'il nous faut réaffirmer notre personnalité africaine. Il nous faut affirmer notre capacité à être des États organisés politiquement, économiquement, et qui puissent être des interlocuteurs valables et directs vis-à-vis des pays de l'Occident, États-Unis, Europe et tout ce qu'on veut. Je pense que les rapports vont être toujours des rapports de puissance, des rapports d'utilisation, des rapports de moyens, mais nous devons travailler à établir des rapports d'équité, de gagnant-gagnant, comme on dit, parce que nous en avons les moyens. Aujourd'hui, il est établi que la future croissance qui va commander le monde pourrait venir de l'Afrique et que les moyens sont là. Déjà, un pays comme le nôtre est un pays qui devra, dans les prochaines décennies, montrer tout ce que la nature lui a permis de pouvoir faire émerger afin de mieux coller aux préoccupations de ces populations et d'être dans des rapports d'égalité avec les autres pays qui viendront. Nous ne devons pas être fermés. Nous devons avoir un esprit d'ouverture vis-à-vis de tout le monde. Mais ouverture ne veut pas dire être dans une forme d'infoïdation par rapport à la personne ou par rapport à l'État avec lequel on a besoin d'entretenir des rapports de coopération. Juste pour caricaturer, il y a un ménage franco-africain qui est encore malsain. Et que ce ménage-là, il faut peut-être juste le changer, le transformer pour qu'il soit sain. Quand le ménage franco-africain ira bien, peut-être nos relations vont changer et qu'on aura le respect qu'on mérite vis-à-vis de Je dirais que les sentiments seront toujours ambivalents. Absolument. Il y a à la fois l'envie d'être et l'envie de profiter de quelqu'un et même parfois de montrer qu'on est dans une posture de supériorité par rapport à lui. Je pense qu'il en sera toujours ainsi. Voilà, le temps que nous est imparti est terminé. Merci Abdoulaye Ndiaye, journaliste et formateur au CESTI. Et Hamidou Anne, politologue et écrivain. Hamidou Anne prépare 2 livres de prochains. Rappelez-nous les titres de ces 2 livres. Penser l'Afrique qui vient et Amadou Mokhtar Mbow, Une vie, des combats. Voilà, merci infiniment. Aux éditions Présence africaine et Vive Voix. Merci infiniment à Hamidou Anne et à aussi Abdoulaye Ndiaye. À la technique, Aliou Diassé, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. Merci.